Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue sur bien sûr votre chaîne, mais aussi ces grands programmes qui vous sert à chaque saison bien sûr. Et en ce temps, nous sommes dans la saison du livre, nous l'avons également constaté et vous le constatez aussi, très chers tous. Merci de continuer à nous suivre, merci de continuer bien sûr à jeter votre dévolu sur nous. Et aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler d'un livre. Cette fois-là, c'est un livre intitulé « Ce que les anciens ont compris de la politique, sagesse d'illustres hommes d'État ». Alors, un livre préfacé par Jacques Mukonga Sefou, voilà, un livre écrit par Loïc Mukonkole. Et comme vous le remarquez déjà sur cette première page ou encore cette couverture, il y a assez d'images d'illustres hommes d'État que nous allons d'ailleurs connaître avec bien sûr l'invité ou encore l'écrivain de ce livre qui est déjà avec nous dans ce beau cadre choisi pour vous. Alors, très chers téléspectateurs, j'ai l'honneur, bien sûr, de recevoir sur ce plateau, dans cette émission, Monsieur Loïc Mukonkole, qui va se présenter de lui-même afin que vous puissiez le connaître. Mais sachez simplement que c'est un homme de lettres, mais aussi écrivain et chercheur indépendant. Il est déjà avec nous ici. Monsieur Loïc, bonjour et bienvenue dans Passage Oblige. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ils nous suivent, ils sont très nombreux, ils sont d'ailleurs disséminés sur l'étendue de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui nous suivent dans les médias traditionnels, la télé, mais aussi la radio. Il y en a également qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Ils sont très nombreux. Et d'ailleurs, nous les félicitons de jeter toujours l'aide dévolue sur nous. Nous sommes déjà à 2000 sur YouTube. Nous sommes déjà à 3000 plutôt sur TikTok. Autant sur Facebook. Ces téléspectateurs majestueux à qui nous jetons vraiment des fleurs. Alors, ça vous fait quoi d'être aujourd'hui invité de notre programme? C'est un plaisir, un grand plaisir que je savoure avec tous les téléspectateurs. Énormément de plaisir et j'ai salue tout le monde. Voilà, et vous êtes l'homme à l'honneur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur votre présentation? Je m'appelle Loïc Mukonkole, je suis écrivain comme vous l'avez dit, je suis chercheur indépendant, également entrepreneur. Entrepreneur, voilà, c'est ce qui manquait à cette présentation. Mari d'une seule et unique femme. Voilà. Ah oui, mari d'une seule et unique femme que j'ai saluée en passant. Madame Adèle Kyungu, que j'ai salue. Et aussi chrétien. Elle est chrétienne, je le suis aussi. Voilà, alors nous allons parler du livre. On peut dire que c'est votre fils aîné. Pas du tout. Fils aîné peut-être par le style, par le genre que j'exploite. Sinon, c'est ma 5e publication. J'écrivais essentiellement de la poésie. J'ai publié 4, depuis 2014 en tout cas, l'année où j'ai publié mon premier livre. Et depuis, je suis à 5 publications. Et celle-là, c'est la 5e. 5e publication. 5e publication. Je disais par le genre, parce que ça, c'est un essai. Un essai politique. Les autres sont plutôt dans la poésie, élégie, épique. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Il y a de la matière à prendre auprès de vous. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de registre? Bon, ce qui m'a
je ne change pas de registre, mais je suis surpris, de me surprendre moi-même de me jeter dans ce... parce que j'ai du mal avec... j'aime beaucoup lire les romans, comme tout le monde. J'aime beaucoup lire les récits, comme tout le monde. Mais je trouve que ça ne me parle pas assez si je dois écrire. Et donc, j'ai découvert ces côtés essayistes plus récemment. Et c'est plutôt dans ce livre que j'ai voulu l'exprimer. Je trouve que quand on écrit de la poésie, on est peut-être plus direct que quand on raconte. Et quand on fait un essai, on est plus direct que quand on raconte ce qui est personnel comme un vie. Mais je trouve que je suis plutôt à l'aise quand j'écris de la poésie ou quand je fais un essai, comme ce livre, que quand je dois raconter ce que je ne sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qui est bien? Être essayiste ou romancier ou encore ce que vous faisiez avant? La poésie. Ce qui est bien, pour moi, c'est difficile à dire parce que quand on aime lire, on lit un peu de tout. C'est peut-être des thématiques qui touchent certaines sensibilités et pas d'autres. Et donc, j'aime tous les genres. Mais comme lecteur, j'aime tous les genres. Mais comme écrivain, je préfère de la poésie. Parce que là, c'est vous. C'est moi, je me sens vivant là-dedans. Que quand j'écris quand je dois raconter, parce que je le fais très mal. Mais là, vous n'avez pas fait mal, voilà. Ça, c'est un essai, c'est plus direct. Et je pense que dans le style aussi, on sent peut-être le poète, quelqu'un me l'a dit récemment, mais j'ai voulu rester très direct. Très direct. Voilà, il veut rester très direct, très chers téléspectateurs. Vous allez le découvrir dans cette émission. Voilà, c'est un livre paru dans les éditions Talenta. C'est en 2024. Oui. Et alors, c'est venu comment, cette idée d'essayer? Bon, je suis parti d'une question après un constat que d'ailleurs tous les Congolais font sur la situation socio-politique, économique de leur pays. Bon, pour être plus large, les Africains de façon. Ah oui. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ceux qui ont fait de la politique avant et qui ont réalisé des grandes choses, comment ils s'y sont pris pour qu'on parle d'eux aujourd'hui? Voilà. Pourquoi on parle de Jomo Kenyatta? Pourquoi on parle de Cicéron? Pourquoi on parle d'Indira Gandhi, Octave Auguste, Mzee Laurent Désiré Kabila, Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, même après leur mort? Pourquoi on continue à parler d'eux? Est-ce que c'est que eux ont appelé politique? Ça, c'est une autre question qui sous-tend la première. C'est que eux ont appelé politique par le passé. C'est ce que nous appelons politique actuellement. Est-ce qu'on peut faire avec vous cette nuance des choses? La politique dans les temps anciens, la politique aujourd'hui et l'appréhension qu'a le Congolais d'une manière particulière ou encore l'Africain? L'appréhension, c'est que nous sommes très, comment dirais-je, nous sommes très négatifs par rapport, quand on doit parler des politiques. Quand on doit parler des politiques, on parle de corruption, on parle de jeux, des tyrans. On parle des tyrans, on parle de détournement, c'est toutes ces choses. Mais lorsque les Grecs définissent la politique, polis, la cité, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Gouverner la cité. Et donc, la cité est composée de qui? Composée des dirigeants et des dirigés. Qui exercent des fonctions politiques, ce sont des dirigeants qui sont censés rendre des comptes aux dirigés. Il y a comme un contrat social, un pacte social, entre
les dirigeants et les dirigés. Nous payons les taxes, nous payons les impôts, nous payons tout ce que nous devons payer pour garantir, donner à l'État les moyens de sa politique, afin que l'État nous retourne les bonnes routes, du courant, de l'eau potable, un enseignement de qualité, etc. Mais nous avons l'impression que nous avons plus des devoirs, nous, peuple, que de droits, voilà. Les politiques. Et c'est comme si les politiques ne sont redevables à personne. Ce sens de redevabilité est plutôt absent. On a fait du peuple un peuple fanfaron, des gens qui doivent chanter, Les gens qui doivent quémander, alors que c'est des pleins droits qu'on mérite d'avoir, des conditions de vie sociales décentes. Est-ce que, bon, revenons d'abord chez nous, au pays, est-ce que l'exercice qu'avait initié Patrick Mouyaya l'année passée ou l'année antérieure sur la redevabilité, est-ce qu'on peut dire qu'il s'était aussi inspiré de la vraie politique? Ou encore, ça n'a rien à voir avec la vraie redevabilité? Il y a toujours vous savez, il y a toujours une distance entre la théorie, c'est-à-dire ce qu'on dit, et la pratique. Ce qu'on fait, voilà. Je respecte beaucoup Monsieur Patrick Mouyaya en tant qu'acteur politique, mais je trouve qu'il y a trop de terminologie pour peu de pratiques. Je trouve, à mon sens, la redevabilité, c'est ce qui fait la politique. Je suis ministre, d'ailleurs, vous trouvez ça dans mon livre, ministre, ça vient du latin, ministère, serviteur. Oui, exactement. Et c'est simple à comprendre. C'est un serviteur. Un serviteur sert les autres. Il se met à la disposition des autres. Il écoute les autres. Il fait ce que les autres demandent. Exactement. Parce que en politique, comme nous sommes en démocratie d'ailleurs, les ministres ne sont pas des rois qui ont des mandats politiques liés à leur famille, à leur positionnement en famille. Non, ce sont des personnes qui sont placées là par la seule volonté du peuple. Avant d'entrer dans le livre, parce que vous avez évoqué l'aspect démocratie, est-ce que vous ne trouvez pas que il y a une grande distance entre le concept de démocratie et la compréhension des Africains? Pourquoi? Parce que dans la fondation de l'Afrique, c'était la royauté qui existait, et que la démocratie, c'est une importation. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'il y a cette grande distance et que le peuple africain ne comprend pas facilement c'est que la démocratie, et même les dirigeants qui ont tendance à s'éterniser au pouvoir? Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN de l'Africain. Ça, c'est une très bonne analyse des choses. Il y a une antériorité qui pèse sur nous. Et je pense que Mobutu l'a si bien exploité pour se maintenir 30 ans ou 32 ans au pouvoir. Kabila l'a aussi fait. Kabila l'a aussi fait en étant 18 ans au pouvoir. Cette antériorité fait que on trouve plutôt des raisons pour se maintenir au pouvoir, mais la question, c'est celle de savoir, on se maintient au pouvoir pour faire quoi? Voilà. Vous savez, la question des mandats ou la limitation des mandats est toujours liée à un mal-être quelque part. Quand on commence à vous rappeler que vous devez rempiler après 5 ans, c'est que quelque part il y a un mal-être. Ouais. Mais si les dirigeants font bien leur travail, ils montrent au peuple qu'ils méritent leur suffrage, alors la question des mandats ne se posera pas. Quand on parle de roi dans l'Afrique antique, dans l'Afrique traditionnelle,
les chefs étaient organisés de sorte que les villageois, leurs administrés, ne manque de rien. ne manquent de rien. Voilà. Et les chefs étaient plutôt chargés, et c'est curieux, de la distribution des richesses du village. C'est que quand un villageois venait avec sa récolte et déposait chez le chef ne le gardait pas pour lui. Il veillait à ce que ceux qui en manquaient puissent en avoir. Ah oui. Je pense que quand on étend cet aspect, aussi petit soit-il, au niveau du pays, ces richesses du pays nous appartiennent à nous tous. Et devraient faire objet de partage équitable. De partage équitable. Tout Congolais mérite de profiter de la richesse de ce pays. Et ce qu'on constate, c'est il y a comme une sorte d'oligarchie, des personnes qui sont au pouvoir et s'accaparent de tout et laissent le reste au peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement gênant. Et les rois ont su perdurer, les chefs de village ont su perdurer, et leur mandat ne gênait pas du tout parce que c'était d'abord des bons administrateurs. Des bons administrateurs. Alors, on a placé tout ce qu'il faut pour que cette émission soit une très belle réussite. Voilà, l'épigraphe déjà, je saute dessus. Sans la vertu, l'homme est l'être le plus pervers et le plus féroce, le plus bassement porté vers les plaisirs de l'amour et du ventre. C'est une pensée d'Aristote. Pourquoi l'avez-vous choisi pour que ce soit l'épigraphe de votre livre? Mon livre, je l'ai choisi, merci pour la question, je l'ai choisi parce que mon livre est une invitation à la vertu, notamment en politique. Une invitation à la vertu. Les gens doivent avoir le sens du bien. Apparemment, la politique, c'est devenu un champ où on va se partager le gâteau. Et même quand on fait des alliances, il y a un rapport. Quand on fait des alliances, le programme que l'on fait et tout ce qu'on fait, peut-être d'apparence, c'est pour servir le peuple, mais en réalité, c'est un partage de gâteau. Qu'est-ce que je gagne en m'alliant à vous? Qu'est-ce que j'aurai en retour quand... Voilà, on ne voit pas l'intérêt du peuple. Et tout ça, c'est tellement pas propre. C'est du temps perdu pour le peuple qui attend. Le peuple voudrait que les dirigeants s'intéressent à ses soucis et que ces problèmes soient pris en compte réellement, pas seulement de paroles. Donc, ce livre est une invitation à la vertu. Voilà pourquoi vous avez cette belle pensée d'Aristote qui nous invite à la vertu. Sans la vertu, on est méchant. Et c'est peut-être ça que nous constatons aujourd'hui en politique. C'est peut-être ça que nous constatons en politique. Est-ce que aujourd'hui il y a lieu de relier encore la politique à la vertu? Il y a encore lieu. En tout cas, c'est ce que je suggère. Parce que ces anciens qui se sont adonnés à la politique ont manifesté une certaine vertu. Voilà pourquoi on les retient. Voilà pourquoi on les retient. Voilà pourquoi on parle d'eux. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue de parler de Lumumba. Voilà pourquoi on continue aujourd'hui de parler de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je n'ai pas la prétention de dire que c'était des êtres parfaits. Ils avaient leurs faiblesses, mais ils ont posé des actes. Au-delà de leurs faiblesses, nous avons retenu quelque chose qui fait que nous parlons d'eux aujourd'hui. Voilà, nous avons retenu quelque chose qui fait que nous parlons d'eux aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, je vais vous lire quelques phrases de notre préface. Chers lecteurs, chères lectrices, j'ai l'honneur
de préfacer ce livre son auteur, plutôt ce livre son auteur. Loïc Mukonkole, qui m'y a convié, est un ami de longue date, une belle amitié forgée à la lueur de nos interminables lectures de livres. Et voilà qu'il en sort cette profonde réflexion, c'est que les anciens ont compris de la politique. Sagesse d'illustres hommes d'État. Il m'arrive d'observer la politique et les politiques. Il m'arrive d'observer la politique et les politiques. Y a-t-il une nuance? Les politiques et la politique. Ou encore politique et puis les politiciens, par exemple. Ah, il y a une nuance. Il y a une nuance. La politique, c'est le programme politique, la feuille de route qui accompagne chaque gouvernance. Donc la politique, c'est la gouvernance. Alors, les politiques, c'est un ensemble de mesures prises pour gouverner dans tel ou tel autre domaine, la politique économique du pays, la politique de l'éducation du pays, la politique de la santé, ça fait des politiques. Okay. Voilà, ça fait des politiques. Encore, on va appeler tout celui qui exerce une fonction politique un politique. Alors, il faut faire une différence entre le politicien et l'homme d'État. Ah oui, c'est là que je voulais qu'on en revienne. Abraham Lincoln le disait, l'homme politique voit l'avenir. Les politiciens est plutôt enclin à regarder les prochaines élections. Ok. Vous avez toute la nuance. Exactement. L'homme politique est celui qui pose sa politique, sa feuille de route politique, tout en regardant l'avenir du peuple, en regardant le bien-être du peuple. Aujourd'hui, nous étions une ville d'à peine 200 000 habitants. Aujourd'hui, on est autour de 5 millions. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle politique la ville a mis en marche pour que Lubumbashi, qui grandit, soit bien approvisionné en eau, soit bien approvisionné en électricité, qu'il y ait des routes conformes à la démographie actuelle. Et ça, c'est une politique. Et ça, c'est quelque chose qu'un homme d'État met en place et travaille dessus pour le bien du peuple. Un politicien est là qui gère les affaires de l'État, puisque rédevable à son parti. Vous savez, les coteries, je suis là parce que tel m'a pointé, parce que tel m'a mis à telle fonction. Il a pour objectif, ou objectif de la vie, ou encore mot d'ordre, conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Y rester, y demeurer le plus longtemps possible. Pour tout parti politique, on ne peut pas leur reprocher cela. L'objectif, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Quelle que soit la manière. Là, c'est au niveau de la manière où il y a des problèmes, il y a des petits soucis. C'est que on peut bien conserver le pouvoir le plus longtemps possible, mais avec quelle politique? Avec quelle politique? Est-ce que ce que je vois dans les politiciens, parce qu'il y en a beaucoup, c'est je suis là, tant que celui qui m'a mis là est content, je m'en fous du peuple, je m'en fous de ce qu'on va dire. Voilà pourquoi vous trouvez les mêmes personnes dans les sillages des choses politiques, vous les trouvez les mêmes, qui ne changent jamais et qui n'ont jamais rien fait des grands. Et ça, c'est une particularité, si pas pour nous Congolais, mais pour certains des États africains. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, nous avons besoin d'hommes d'État, des hommes qui nous gouvernent avec des convictions, avec
des feuilles de route, de projets qu'ils essayent d'exécuter. Voilà, et qui sont d'ailleurs trichés ou calqués sur les besoins profonds du public. Alors, quand je parle, ce livre ne va pas seulement intéresser les politiques, les gens qui exercent des fonctions politiques, députés, mais ce livre intéresse aussi les gouvernés, Exactement. le peuple. Ils doivent Pourquoi? connaître Ils doivent savoir quels sont les devoirs de ceux qui nous dirigent. nous dirigent, ceux qui ont reçu leur suffrage. Et en même temps, on leur dit, vous devez faire en sorte que la politique qui sera organisée soit inspirée de vos problèmes. Que le bourgmestre qui passe, que le chef des rues, le chef d'avenue, les chefs de bloc, les députés, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il proposera comme politique s'inspire de nos problèmes, s'inspire de nos réalités, s'inspire de ce que nous voulons. Il ne faut pas que ceux qui nous dirigent se mettent à imaginer ce dont nous avons besoin. Il faut que nous soyons capables de proposer des choses, de leur faire voir, voici nos problèmes, voici nos soucis, et inspirez-vous de ça, voilà, pour proposer des politiques. C'est ça notre devoir. Voilà pourquoi la politique intéresse tout le monde. Tout le monde, voilà. Ceux qui sont aux affaires et ceux qui, vous et nous, qui observons, qui sommes là pour proposer des choses. Et donc, et pour les dirigeants et pour les dirigés. Donc, on doit avoir une vision vertueuse une vision vertueuse. Voilà. De la chose politique. Une vision vertueuse de la chose politique, c'est quelque chose qui est réel, qui est également possible si exactement chacun prend conscience de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire, mais aussi en tant que dirigeant, se dire que je suis redevable et que en tant que population encore publique dirigée, qu'on devrait avoir conscience de nos devoirs, mais aussi de nos attentes. Voilà, que le dirigeant doit réellement satisfaire pour qu'il soit mieux coté par nous-mêmes. Voilà. Alors, à la page 13, vous intitulez, ou encore, il y a un titre en gras qui dit ceci: « Garde-toi de dire tout ce que tu sais ». Et c'est entre guillemets, et à la ligne, vous parlez de Solon 640, 558, et il parle de savoir être discret. Pourquoi vous commencez par ça? C'est une vertu. Je suis de ceux qui sont convaincus que l'homme d'État devrait apprendre à se taire. Parce que les informations qu'il a en sa possession ne sont pas toujours bonnes pour être portées à la connaissance de tous. Je comprends ceux qui défendent mieux le droit à la parole, le droit à la liberté d'expression. Moi, je défendrais volontiers le devoir de se taire parfois, de garder silence, au nom d'un principe simple. En fait, la discrétion, c'est une vertu, parce que tout ce qu'on sait ne devrait pas être porté nécessairement à la connaissance de tout le monde. C'est très important. Il y a des vérités qui doivent être connues quelques années plus tard. Il y en a qui ne devraient même pas sortir. Et alors, en tant qu'homme d'État, ici on ne parle pas des politiciens, on parle d'hommes d'État. Il y a la discrétion. Et vous dites qu'il y a le silence
politique de discrétion, il y a attirer moins à moins, moins d'attention sur soi et sur ce que l'on fait. Alors comment on peut être homme d'État et ne pas attirer l'attention sur soi ou sur ce que l'on fait? Ah, ça c'est une belle question. Tout est lié dans la communication d'un homme d'État. Il y a des informations liées aux clauses économiques, aux clauses stratégiques dans l'armée, dans l'économie. Il y a des clauses qui ne devaient pas être... il y a des top secrets. Voilà. Oui, en politique, on appelle ça secret d'État. Ce sont des informations qui ne devraient pas, enfin, dont la divulgation risque de nuire à la souveraineté d'un pays. Et donc, en tant qu'homme d'État, muni de ces informations, on devrait faire attention. On devrait parler de moins en moins. Vous apprenez que récemment, l'Inde s'est dotée de l'arme atomique. Cette arme de dissuasion, mais vous et moi n'étions pas au courant que ils étaient en train de travailler dessus. En train de travailler sur cette arme. Vous apprenez que tel ou tel autre pays a évolué sur tel aspect économique, aspect stratégique. Les informations autour de ces projets, autour de ces choses, ne sont pas divulguées comme ça. Ce sont des informations qu'il faut absolument garder pour pouvoir protéger. Mais l'homme d'État peut s'exprimer sur certains sujets. Sur certains sujets, mais il n'est pas tenu à répondre à tout. Il n'est pas tenu de répondre à tout, l'homme d'État. Donc, ce qui fait que quand il a une information, il doit pouvoir, avant de la communiquer, comme on dit, peser les tenants et les aboutissants, afin que ce qu'il va dire ne le discrédite pas lui-même. Vous savez, la parole est source de beaucoup de mots, surtout en politique. Vous apprenez toujours que c'est parce que tel avait dit que telle situation est arrivée. Est-ce que c'est lié aussi aux promesses, par exemple, des hommes d'État ou des politiciens pendant la période des campagnes électorales, par exemple? Ils promettent monts et bonheurs, et puis on a par exemple l'exemple de Donald Trump. En son premier mandat, il dit que dès que je suis président de la République, je vais construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Voilà. Et puis, il ne le fait pas. Il le fait à partie. Est-ce que c'est de cela que vous parlez? Entre autres. Parce qu'il y a encore un chapitre que en parlant de Napoléon, où il dit que l'homme d'État ne devrait pas dire la parole d'un homme d'État ne devrait pas sortir à tout bout de champ. Napoléon le dit dans le livre, enfin je reprends ce passage dans le livre où Napoléon, en fait, l'homme d'État qui a une vision vertueuse de la politique devrait se réserver de donner certaines promesses. Parce que quand on tient à sa personnalité, ça froisse. Vous entendez toujours que tel a promis telle chose. Et quand on ne réalise pas, on devient quand on ne réalise menteur. En tout cas, comptez les nombres de promesses non tenues dans ce pays. Quand on analyse les budgets nationaux, quand on analyse les politiques que l'on promet de mettre en place, c'est des promesses, beaucoup de promesses qu'on ne réalise pas. Et quand on ne réalise pas, c'est vraiment une tâche d'huile. C'est un discrédit jeté sur le chef de l'État. Voilà, nous sommes à la page 19. Ô Athéniens, comme je dois travailler dur pour leur faire plaisir
et gagner une bonne réputation dans ce pays. C'est là vous parlez de Alexandre le Grand. Donc vous titrez cette partie le sens du devoir. Et Alexandre le Grand, comme vous le dites ici, c'est un roi de Macédoine de 336 à 323 avant Jésus-Christ, couronné roi à 20 ans s'il vous plaît. Il conquit un immense empire allant de la Grèce à l'Inde. Par ses succès militaires, il contribua à l'expansion de la culture grecque en dehors de ses frontières. Fils de Philippe II et d'Olympias, princesse d'Épire, Alexandre naquit en juillet 356 avant Jésus-Christ. Bon, on va s'arrêter par là. Qu'est-ce qui vous a intéressé ici de parler d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand me fascine beaucoup. D'ailleurs, comme je le dis, je l'ai découvert. Vous vous rappellerez que à l'école, on a appris l'histoire des anciens Grecs. Et Alexandre le Grand, ce fut un grand dirigeant qui n'a fait que quelques années seulement au pouvoir, mais qui a fait beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui. Alors, le sens du devoir. Alors, en parlant d'Alexandre le Grand, je me suis posé une petite question, mais qui sont ces dirigeants qui sont capables de dire « je dois travailler dur pour… » Il dit ceci, « Ô Athéniens, comme je dois travailler dur pour leur faire plaisir. » Pour leur faire plaisir, travailler et gagner une bonne réputation dans ce pays. Il y a deux enseignements importants. Travailler dur pour faire plaisir au peuple et travailler dur pour gagner une bonne réputation. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que gagner une bonne réputation intéresse encore les politiciens aujourd'hui? Bon, travailler dur, ça intéresse encore les gens aujourd'hui. Quelqu'un m'a fait rire que nous avons beaucoup d'opportunistes qui se comportent comme vous voyez le terme commissionnaire. Ah oui. Qui sont là pour des affaires où ils gagnent plus que l'État ne gagne. Sur chaque projet proposé, on est censé avoir sa part en dehors de ces émoluments de ministres. On est censé gagner des choses au détriment du peuple qui attend. On ne travaille pas en réalité. On expédie les affaires. Et ça, c'est dangereux pour l'État. Très dangereux. Très dangereux. Alors, ça fait des fois couler des larmes dans le cœur. Absolument, absolument. C'est très malheureux parce que le peuple, depuis 64 ans, je pense que c'est la 64e année de notre indépendance. Voilà. Depuis 64 ans, le peuple congolais attend que ses dirigeants prennent des mesures qui aillent dans le sens de lui donner envie de vivre ce soir. Et ça, c'est compliqué. Alors, on me signale que notre temps est en train de filer. Je n'ai pas regardé vraiment la montre tourner. On est à la page 43. On va sauter l'étape, bien sûr. C'est une opportunité pour laisser aussi le choix libre à nos téléspectateurs de se procurer du livre et de le lire. On ne va pas le lire à leur place. Voilà. Alors, des guerres, tant civiles qu'étrangères, j'ai mené dans le monde entier, sur mer et sur terre. Et une fois victorieuse, j'ai épargné tous les citoyens qui demandaient pardon. Ça, c'est Octave Auguste, 63 avant Jésus-Christ, 19 après Jésus-Christ. Je voudrais relever quelque chose ici.
le pardon. Est-ce que le pardon peut aussi rimer avec la politique? Est-ce que ça rime, politique et pardon? Ça rime parce qu'il y a des exemples. Dans les livres, justement, concernant ce chapitre, je parle non seulement d'Octave, Auguste, qui a vécu au 1er siècle de notre... 63 ans avant Jésus et 19 ans après Jésus, qui a vécu lui pendant 82 ans. 82 ans. 82 ans. Et je cite Nelson Mandela et Desmond Tutu. Alors, en Afrique du Sud, au début des années 90... Et parlant de Nelson Mandela, on est à la page 147. Oui. On est au début des années 90. Il se passe quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, ne s'est jamais vraiment passé ailleurs. C'est ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. On en a eu aussi dans ce pays. On en a eu, mais ça n'a pas fonctionné. Okay. En Afrique du Sud, il y a eu plus de 25 000 témoignages. 25 000 témoignages des victimes qui ont subi des injustices commises par les colons blancs. C'était donc un échange vérité, réconciliation, un échange direct, honnête, respectueux, sincère, entre victimes et bourreaux, pour réparer. Aujourd'hui, l'exemple des populations de l'Est est aussi frappant. Exactement. Est aussi frappant. Je ne parle pas du pardon de tel politicien qui a été en froid avec tel autre et il se réconcilie. Je parle des réconciliations entre la classe dirigeante, bourreau et victime, peuple, classe dirigeante, bourreau et population victime. Les victimes des guerres à l'Est. Comment on répare ce qui s'est passé? Comment on répare les dégâts qui ont causé plus des 10 millions de morts sur notre territoire? Comment on fait en sorte que ce peuple qui a tant souffert retrouve une vie normale et cesse de penser que la politique, c'est mensonge, la politique, c'est détournement, la politique, c'est corruption, la politique, c'est une mauvaise chose. Il faut qu'il y ait un travail comment dire, un travail qui est du civisme. On a eu un échantillon, je pense, l'année passée à Kinshasa. Généralement, j'apprécie beaucoup des initiatives comme ça. On en a eu beaucoup avec des ONG, mais j'aurais aimé que le gouvernement fasse quelque chose de sincère, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Et quelque chose de grandiose, quelque chose qui fait intervenir. Déjà, dans notre situation, il faut mettre fin à la guerre. Nous sommes agressés, ça fait beaucoup d'années, plus de 20 ans. Nous sommes un pays occupé par des étrangers qui nous font la guerre, qui nous pillent, qui met nos populations dans un état d'alerte à chaque instant. Et il faut déjà finir ça pour commencer ces travaux de réparation, ces travaux comme ça s'est fait en Afrique du Sud. En fait, il faut finir la guerre. Déjà que vous parlez de guerre, il y a Mosè Laurent-Désiré Kabila, on saute déjà, qui disait ceci: pour contrôler et surveiller les 2 millions, les 2 345 000 km² de notre pays, il nous faut au minimum le 1/10 de la population en militaires et policiers professionnels. Est-ce qu'on a dérogé à cette
Moi, je ne sais pas si on a dérogé, parce que déroger, c'est-à-dire qu'on a commencé quelque chose et on n'a pas bien... Non, on n'a pas pratiqué ça. On n'a pas pratiqué. Nous avons, depuis, après l'indépendance, est-ce que nous avons réussi à bâtir une armée, bon, disons, après Mobutu, est-ce que nous avons réussi à bâtir une armée professionnelle? Est-ce que nous avons réussi à bâtir une police professionnelle? Mais quand on vous parle des émoluments de ces agents de sécurité, mais c'est pathétique. Alors, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, ce livre, je vous le recommande parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez parler des différents endroits où on peut le retrouver, mais aussi le lire? Et comment avez-vous conclu qu'il fallait mettre toutes ces idées dans un livre, quand on sait que il y a toujours des dictons qui se disent ça et là, que quand vous voulez cacher quelque chose à l'Africain, il faut la mettre sur écrit, tout ça. Est-ce que vous pensez atteindre vraiment toutes les couches? Est-ce que le livre vous produit quand même des échos favorables? Le livre me produit des échos favorables, en tout cas pour ceux qui savent qu'il est là, qui peuvent se le procurer, mais c'est vraiment... je trouve pas que... Bon, je n'ai jamais été d'accord avec l'idée que les Congolais, les Africains ne lisent pas. Mais qu'est-ce qu'on écrit? C'est la question que je me poser. Qu'est-ce qu'on écrit qui intéresse les Congolais? Qu'est-ce que nous produisons qui puisse les intéresser? Et ça, vraiment, très chers Congolais, ça vous intéresse tous? Parce que ça parle de nous. En tout cas, ce livre est un miroir où les politiques se regardent et les dirigés se regardent aussi face à leurs responsabilités. En tout cas, la responsabilité des deux, c'est-à-dire les politiques et les dirigés. Et donc, ce livre se vend à l'Institut français, à l'Étoile. Il est encore au siège de l'Assemblée provinciale. Ah, c'est un bel endroit. Un bel endroit également. Surtout eux, ils doivent le lire. En tout cas, il est aussi au centre d'Arwaza. En tout cas, ce sont les seuls endroits, et au cabinet Mukonga, sans oublier les cabinets Mukonga, où il se vend également. Et tous ceux qui en ont besoin, ils peuvent également nous appeler pour s'en procurer afin de lire les merveilles qui sont contenues dans ces 163 pages. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir de le résumer avant qu'on finisse? Ce livre est un miroir pour les dirigeants et les dirigés. Les dirigeants, parce qu'ils doivent avoir une vision vertueuse de la politique. Diriger, c'est une responsabilité. Diriger, comme responsabilité, appelle un sens de rédévabilité. Je suis là parce que j'ai des comptes à rendre au peuple. Je ne suis pas là parce que le chef du parti a voulu que je sois là. Ce n'est pas au chef du parti qu'on doit rendre des comptes, mais c'est au peuple qu'on doit rendre des comptes. Et le peuple attend depuis très longtemps que la politique soit faite, soit organisée à son image, qu'elle lui profite aux dirigés, parce que nous devons nous savoir ce qui se passe dans le monde de la politique, savoir quelles sont nos responsabilités, quels sont nos devoirs en tant que peuple, en tant que dirigés, savoir que nous devons nous intéresser aussi à la politique. C'est très très important parce que les décisions qui sont prises en politique n'influencent pas la vie des politiciens seulement, ça nous influence nous tous. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes censés nous intéresser. C'est comme ça que nous pouvons résumer
ce livre qui est, comme je l'ai dit avant, un miroir où nous tous, nous devons nous regarder. Un miroir où nous tous, nous devons nous regarder, très chers téléspectateurs. Ici, il y a près de 30 hommes d'État, illustres bien sûr. Vous allez remarquer que dans cette émission, on a parlé peut-être que de 2 seulement, voilà. Il y a Jomo Kenyatta, dont on n'a même pas parlé. Il y a Cicéron, Indira Gandhi, Octave Gustave, on a parlé. On a effleuré Mzee Laurent Désiré Kabila, on a juste lu un passage de lui. Il y a Katan, il y a Kwame Nkrumah. Voilà, si vous voulez savoir tout sur Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, ce sont des noms, par exemple Thomas Sankara, Vespasien, Ronald Reagan. Voilà, il y a plein d'hommes d'État qui vont vraiment faire le bonheur de vous en tant que lecteur. On a fini cette émission, mais ici on a toujours un petit exercice final. Il y a 2 enveloppes au devant de vous. Voilà, vous allez en choisir une, et puis vous allez nous faire le plaisir de l'ouvrir avant de lire ce qui est écrit. Vous choisissez celle de votre gauche. Oui, oui, celle de ma gauche. Vous êtes gaucher. Pour penser à ma femme. En tout cas, Madame Adèle Kyungu, vraiment, vous avez nos salutations. Vous pouvez l'ouvrir. Qu'est-ce qui est écrit? Professeur Whit Mulongo. Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement de lui? Un grand penseur. Et je dois dire que j'ai un faible pour le professeur, pour l'avoir connu à la faculté des lettres. Un faible également pour l'écrivain, le grand écrivain qu'il est. Un faible également pour l'homme de principe qu'il est. Il m'a tellement fasciné. Je suis l'un de ses fervents lecteurs et surtout sa méthodologie d'enseignement m'a beaucoup influencé. Ces 2 aspects me captivent beaucoup, mais Whit, c'est également un homme politique et qui n'est pas à présenter, et qui a travaillé aux côtés de Moïse Katumbi. Voilà. Et donc c'est une personne qui me fascine beaucoup. Est-ce qu'il a apporté quelque chose à ce livre? Ah oui, c'est un témoignage qui me demeure encore. Lui qui continue de m'appeler latiniste. Ah oui. Il continue de m'appeler latiniste. Et donc, c'est un témoignage d'un homme politique et aussi d'un enseignant, d'un professeur. Et j'ai vu entre les lignes un lecteur passionné qui a su voir dans ce livre ce que moi je n'ai pas vu. C'est un aspect totalement pragmatique et qui est une invitation évidemment à une lecture plus attentive de ce livre. À quand le prochain livre? Ah, je ne sais pas encore. Je dois d'abord me reposer. On va pas vous déranger pour ça. Pour bientôt, parce que il y a également le professeur Takizala qui m'a lu et qui m'a suggéré de faire un 2e volume de ce livre. Voilà. Et je vais m'y atteler bientôt. À très bientôt pour le prochain livre, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Manassé Mbouyi qui nous a réalisé très merveilleusement aujourd'hui. Merci également à toute la grande équipe ITC Décor. Merci à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Arsène Moisa, mais aussi tous ceux qui ont concouru, bien sûr, à l'élaboration de cette émission. Merci. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, gardez-vous bien.